La direction de Tottenham a-t-elle fait une erreur dans la sélection de son nouveau coach? Alors que pas mal de noms avaient été cités, notamment des très gros noms de coach à la mode, à la surprise générale, c'est Ange Postecoglou, un Australien d'origine grecque qui a été choisi par Daniel Levy et le board des Spurs. Peu de gens le connaissent, mais si tu suis ma chaîne, que tu fais partie des 300 personnes qui ont vu cette vidéo, tu te rappelleras que j'ai parlé de lui quand j'ai présenté la situation assez spéciale du Celtic. Lorsque l'Australien arrive en Écosse suite au conseil de certains membres du City Group, le club connaît l'une de ses périodes les plus sombres. Après l'échec du 10e titre consécutif, l'effectif se retrouve détruit par énormément de départs que le club n'avait promis mais n'avait pourtant pas anticipé. Le chantier qu'il doit gérer est immense et pour accélérer la régénération, il obtient une énorme influence sur le recrutement. Venu du Japon, il profite du marché nippon peu exploité par l'Europe et de l'absence de grosse concurrence pour obtenir des joueurs contre qui il a joué précédemment et en qui il a vu un énorme potentiel. Pareil en Europe, il vise des joueurs où la concurrence sera moindre et sur ce mercato, il réussit déjà certains gros coups comme Liel Abada, Kyogo Furuhashi, mais surtout mes deux joueurs préférés de l'équipe, Reo Atate et Jota. Pour sa première saison, Postecoglou se retrouve avec 12 nouveaux joueurs qui arrivent petit à petit pour compléter un effectif qui lui non plus ne connaît pas le jeu de l'Australien. Les débuts sont difficiles, coûtant la qualification en LDC et en Europa League, tout en créant un écart de 7 points avec le premier de la ligue. Mais finalement, tout s'emboîte. L'équipe commence à comprendre le jeu, à l'intégrer, et au final, l'équipe enchaînera 26 matchs sans défaite et reprendra le trône des mains des Rangers. Postecoglou, sifflé et moqué à son arrivée, aura réussi ce que personne ne le croyait capable de faire. Mieux encore, il réussira à obtenir un triplé historique pour sa seconde saison, continuant son excellent travail et permettant à tous les joueurs de progresser, dépassant la barre des 100 buts marqués en une saison. Après avoir terrorisé le championnat pendant 2 ans, pas mal de portes sont ouvertes, dont celle de Tottenham qu'il finira par choisir. Bizarrement, la situation catastrophique de Tottenham est assez similaire à celle du Celtic il y a 2 ans. L'équipe a vécu une saison très compliquée puisque beaucoup ont été touchés par la mort d'un membre du staff. Conte de son côté a perdu 2 amis du football italien, sans que Tottenham n'ait pas un club à sa hauteur, en le faisant bien savoir à tout le monde, sera absent pendant quelques temps puisqu'il se fera retirer la vésicule biliaire qui le faisait souffrir, et au final, alors que les deux camps s'étaient mis d'accord pour se séparer en fin de saison, il sera viré après une conférence de presse légendaire où pendant 9 minutes, il débite ses joueurs et sa direction. Pour la 3e fois consécutive, Tottenham ne finit pas la saison avec le même entraîneur qu'au début, une situation qui n'aide pas les résultats du club, puisque l'équipe, laissée 4e par Antonio Conte, finira 8e du championnat. Une descente aux enfers qui va faire énormément de mal au club et qui va pas mal énerver les supporters. Choisir un coach est déjà assez compliqué. Les Spurs se sont déjà trompés lourdement une fois après Mourinho, et lorsque l'histoire semble se répéter avec Conte, l'idée est d'avoir un plan de succession prêt avant même le départ de l'Italien. Celui en charge de la création de ce plan, c'est Fabio Paratici. Et normalement, juste en entendant ce nom, tu comprends ce qui s'est passé. Très vite, il se met au travail. Il ne veut pas faire la même erreur qu'il y a 2 ans, lorsqu'il a préféré Nuno Espirito Santos à Paulo Fonseca. Pendant que les supporters rêvent de Pochettino, en interne, une liste de noms commence à être formée, avec tout en haut, Thomas Tuchel qui finira par rejoindre le Bayern, et Luis Enrique. Conte se fait virer pendant une trêve internationale, le timing est parfait pour que l'Espagnol prenne les rênes et finisse la saison. Mais très vite, tout se bascule. Après avoir enregistré une vidéo pour expliquer la décision concernant la mise en place de l'adjoint de Conte en tant que coach pour gérer la transition, la sanction concernant le bannissement de toute fonction liée au football de Paratici tombe comme un coup de massue. Après une tentative d'appel de la décision rejetée, Paratici démissionne et la tâche tombe sur ses équipes. Bonne nouvelle, pendant son temps au club, il a eu le temps de moderniser les méthodes, d'inclure des personnes compétentes et surtout d'implanter l'utilisation de la data dans les décisions sportives. Après avoir définitivement écarté un retour de Pochettino, Levy décide de changer de stratégie pour le poste. Depuis l'arrivée du nouveau stade, celui qui dirige le club a tout fait pour obtenir des coachs avec un énorme pédigré et une armoire à trophées bien remplie. Son idée était que ce sont eux qui permettront aux Spurs de retrouver la voie vers un trophée après 15 années sans aucune opportunité de célébrer, mais Tottenham n'a jamais été aussi mal que depuis que les rênes du club sont confiées à ce genre de coach. L'idée donc de trouver le prochain Pochettino, de trouver un coach qui n'a pas un énorme pédigré, qui n'a pas une énorme armoire à trophées, et dont le style de football, le leadership, la capacité à faire grandir de jeunes joueurs et la vision du football sont compatibles avec le fameux ADN Tottenham. C'était d'ailleurs un énorme problème sous Conte puisque lui est un opposé total de cette vision. Là encore, une liste est créée, une longue liste. Tottenham enchaîne les refus, les déceptions, mais finalement 2 candidats restent. Et c'est Postecoglou qui sera choisi. Assez bizarrement, là encore, la participation d'un membre du City Group pourrait avoir fortement joué. Alors au final, est-il le bon choix? Bah évidemment que oui. Déjà, rien qu'avec les dernières secondes de mon texte, tu comprends que le choix était restreint. Peu de coachs voulaient le job et parmi ceux qui le voulaient, l'Australien est un excellent choix. Il correspond aux critères sportifs puisqu'il va permettre à Tottenham de retrouver un jeu de possession très offensif, très moderne et qu'il est typiquement le genre de coach qui aide ses joueurs à passer certains caps. Il n'est pas le genre à se plaindre tout le temps, à se croire au-dessus des autres, il ne s'énerve pas à chaque erreur, au contraire,
Il sait qu'elles sont nécessaires pour le développement individuel et collectif. Il a un plan de jeu, un plan précis, et il n'acceptera pas qu'une seule personne au club ne soit pas à 100% derrière lui. Humainement, il n'est pas le plus sociable, mais beaucoup gardent de très bons souvenirs de lui. Il devrait être la figure du club, prendre énormément de pression sur son dos, le tout en étant le sujet d'énormément de débats concernant sa légitimité à se retrouver sur un banc de première ligue. Il est l'outsider, celui que personne n'attendait, et c'est une situation qu'il a bien connue dans la quasi-totalité de ses emplois. Il connaît sa place, il comprend sa situation, puisqu'il l'a vécu avec le Celtic, il sait parfaitement gérer les transitions d'effectifs. D'ailleurs, il en a très souvent été l'initiateur, et Tottenham lui permet de prouver qu'il est capable de nager dans le petit comme dans le grand bain. Coach depuis ma naissance, il est expérimenté, il est un énorme compétiteur, un vainqueur qui a connu une période sombre après certaines erreurs qui lui ont permis de grandir comme coach, mais aussi comme être humain. Ce qui explique pourquoi il est aussi fort dans la gestion des médias. Bon, j'ai assez fait de va-et-vient, je t'ai bien présenté pourquoi il était l'homme de la situation, mais pour autant, il y a quand même quelques doutes. Certains pensent que la marche est trop haute, non pas pour la première ligue, mais pour la LDC. Avec le Celtic et la sortie de campagne européenne assez décevante, et si je t'ai expliqué que la première était due à un temps d'adaptation nécessaire, la seconde est assez révélatrice. Dans un groupe relevé avec le Shakhtar, Leipzig et surtout le Real Madrid, le Celtic de Postecoglou n'a gagné aucun match. L'équipe fera 2 matchs nuls contre le Shakhtar et perdra ses autres matchs. Paradoxalement, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, le Celtic a réussi l'exploit de faire plier le genou au Real, ne perdant les 2 matchs qu'à cause de problèmes de finition et de Vinicius Junior, l'homme idéal pour anéantir les défenses hautes. Il a une idée de jeu à laquelle il ne veut pas démordre, mais nul doute qu'il saura l'adapter à Tottenham. D'autres inquiétudes ont été relevées, comme le fait que ce soit sa première dans le top 5 européen, sa première en Angleterre, des inquiétudes qu'il a déjà dû faire face dans le passé, qu'il va de nouveau devoir faire taire au plus vite pour reconquérir un public anglais lassé par un club sans réel projet. Des inquiétudes un peu débiles, puisque personnellement, si je devais en avoir une, ce serait l'effectif. Avec Conte, Tottenham est devenu une équipe de défense à 3. Récemment, le marché des pistons a été pillé par Paratici, et j'avais énormément de doutes que les hommes de Conte soient capables de s'adapter au jeu de Postecoglou. Sous l'Australien, c'est une défense à 4 qui sera mise en place, avec des latéraux capables de créer le surnombre dans l'axe, des ailiers capables de faire énormément de différence, un milieu capable de se projeter dans la surface, d'orienter le jeu, de créer des combinaisons rapides, et un buteur habile dans la surface, le tout supposé par une prise de risque à la relance via un jeu court pour attirer le bloc adverse, un pressing énorme de l'entièreté de l'effectif, une capacité à enchaîner les efforts, notamment la défense, et enfin, une énorme possession du ballon. Tout cela est différent de ce que Conte a mis en place, et j'avais énormément de doutes sur la capacité qu'aurait cet effectif à pouvoir devenir rapidement ce que Postecoglou cherche chez ses joueurs. Mais finalement, Levy a compris ses erreurs et a décidé d'agir rapidement. Tottenham n'est plus un club qui n'appuie plus ses coachs, l'augmentation de capital de l'année dernière en était une preuve, mais cet été a permis de le prouver définitivement. L'idée n'est plus d'attendre l'urgence, mais de tout faire pour boucler les dossiers intelligemment et rapidement. Sans directeur sportif et avec Scott Moon, le nouveau superviseur du club pas encore en poste, c'est la cellule de recrutement qui est aux commandes avec Postecoglou et quelques membres du board. Très vite, l'équipe fait un état des lieux, certains dossiers comme Harry Winks sont très vite traités puisqu'il avait déjà obtenu un droit de transfert l'an dernier, et d'autres sont mis en pause pour permettre aux joueurs d'avoir des chances de prouver sous le nouveau coach. Tout le monde en France pense à Ndombele, mais la liste est longue, et d'après certaines sources, quelques joueurs ont déjà rejoint la liste des départs prévus d'ici la fin de saison. Côté arrivée, les chantiers sont clairs, l'équipe manque d'un gardien, Lloris est sur la pente descendante depuis déjà quelques temps, mais le point de non-retour a été atteint, et il aurait déjà demandé son transfert. Eric Dyer n'a clairement pas le niveau pour être titulaire, Davinson Sanchez est sur le départ, il reste donc une place voire 2 aux côtés de l'excellent Romero, qui va devoir réussir dans une défense à 4. Difficile de savoir qui pourra jouer latéraux, mais je pense qu'avec les joueurs disponibles, je peux faire pas mal de choses. Côté milieu, certains pourraient tirer leur épingle du jeu comme Bissouma, mais il manque clairement un joueur plus technique, plus offensif au milieu, et reste les ailes. Son et Kulusevski sont de bons choix, mais vont avoir besoin de vrais backups, surtout Son, qui devrait avoir plus de mal que Kulusevski selon moi. Pas mal de chantiers donc, avec les levées des options, Tottenham a déjà pas mal dépensé. Je pensais qu'en plus de la perte de l'argent de la LDC l'an prochain, allait forcer le club à se serrer la ceinture dès cette saison, mais au final, c'est tout le contraire qui s'est passé. Très rapidement, le club a été actif, on a négocié des Madison, Vicario, Solomon, Tapsoba et Van de Ven avant même le début de la pré-saison. Vicario est un deal intéressant puisqu'il montre parfaitement le genre de joueur que Postecoglou aime. Il a l'habitude de ce genre de situation, il arrive dans un club et l'une de ses premières décisions doit être de faire partir une légende, une icône ou simplement un ancien du vestiaire. Avec Lloris, le départ était programmé, mais la succession n'avait toujours pas été mise en place. Au club depuis 11 ans, capitaine depuis 8 dernières années, son départ fait mal, mais nécessaire. Pourtant, ce n'est pas Lloris qui fait débat, mais le nom de celui censé lui succéder. Si au Celtic, Postecoglou avait choisi l'expérience avec Joe Hart, avait tenté un pari que même Guardiola n'avait pas osé faire en demandant à l'anglais que tout le monde croyait terminer d'améliorer son jeu au pied, une expérience réussie mais qui ne sera pas reproduite. Après l'échec Golini, Tottenham retente un gardien italien, avec cette fois-ci Vicario. Son arrivée est une déception. Tous les supporters pensaient que David Rea serait l'élu, mais malgré sa fin de contrat en 2024, Brentford n'a pas voulu négocier en dessous des 40 millions. Il est un gardien très intéressant, très prometteur, et ironiquement, tout le monde le voyait comme le remplaçant d'Onana avant que Tottenham ne passe par là plus rapidement que l'Inter. À 26 ans, il est prêt pour le grand saut. Postecoglou
Postecoglou l'a eu assez tôt pour lui implanter ses idées. Avec la pénurie au poste, il devra réussir à se mettre rapidement au rythme. Pour l'instant, le mercato suit son cours. Postecoglou teste son effectif, voit déjà 3 joueurs arriver, donc doit déjà être bien orienté sur ses choix dans l'effectif, qui devra être resserré puisqu'il n'y aura pas d'Europe cette saison. Beaucoup d'attentes sont placées. Perso, j'estime qu'il est parfait pour ce début de projet. Il a obtenu les garanties qu'il souhaitait de Daniel Levy et je le vois bien implanter quelque chose de très intéressant. Dans tous les cas, ses objectifs sont clairs. Il va devoir lutter pour retrouver le top 4 avec énormément de clubs qui vont eux aussi vouloir prouver qu'ils sont sur la bonne voie. L'académie délaissée par Conte Paratici va devoir être relancée à travers l'incorporation de quelques jeunes joueurs comme Scarlett. Énormément de joueurs sont en fin de contrat d'ici 2025, donc une décision devra être prise pour les prochaines semaines. Bref, la situation est extrêmement intéressante et vous pouvez compter sur moi pour suivre ça de près. Malgré tout, l'objectif principal sera de réussir à remporter quelque chose autre que le top 4. Et j'ai énormément d'espoir en Postecoglou pour être celui qui, contre toute attente, déjoue les pronostics et offre enfin cette délivrance au club et surtout aux supporters.